Alors, première question, dans quel animal aimeriez-vous être réincarné? Alors, je pense que j'aimerais être réincarnée en un oiseau pour pouvoir survoler cette tente à cet instant et certainement me regarder d'en haut, en tout cas de plus haut que ce siège qui me terrorise pour l'instant. Mais oui, les oiseaux, je trouve que c'est une bonne idée et ça permet de pouvoir aller un peu où on veut. Et j'ai toujours rêvé d'être une mouette, mais non, pas une mouette. Les mouettes sont pas très gentilles, je crois. Mais en tout cas, de pouvoir survoler le lac. Et j'allais dire les cygnes, mais je dois dire que les cygnes non plus n'ont pas très bonne réputation autour du lac. Mais un oiseau. Je parle d'un oiseau dans le livre Les Petites Amoureuses. Je parle des martinets, qui sont des oiseaux qui ont des pattes trop petites et qui ne peuvent pas en fait se reposer. Donc c'est un peu aussi une métaphore pour parler de la guerre finalement, parce qu'ils sont obligés de survoler et ils sont un peu condamnés à voler éternellement. Et donc c'est des oiseaux qui m'ont beaucoup aidée pendant l'écriture du livre. Pouvez-vous dire 2 mots qui qualifient au mieux la relation entre vos personnages Scheherazade et Lola? Alors, donc Scheherazade et Lola, c'est donc 2 personnages, c'est les 2 héroïnes du roman. Et c'est vrai que 2 mots qui les réunissent, c'est assez difficile parce que c'est 2 personnages que tout oppose. Et finalement, je pense que déjà, ce qui les réunit, c'est l'amitié, c'est l'espoir pour ces 2 jeunes filles qui traversent chacune leur guerre, parce qu'il y en a une qui a fui la France pour échapper aux persécutions nazies, et l'autre qui travaille dans ce quartier réservé à la prostitution de jeunes filles, qui traversent aussi une guerre. Donc pour moi, c'était l'idée de réunir finalement ces 2 guerres et d'essayer de montrer comment l'espoir et cette amitié, et le titre est aussi un peu... C'est un titre qu'il faut prendre à plusieurs niveaux, parce que Les Petites Amoureuses, c'est aussi les amitiés enfantines qui ont toujours été pour moi très importantes, parce que c'est quand on admire une amie, c'est comme quand on regarde, je sais pas, les filles ou les jeunes hommes dans les magazines et qu'on rêve. Et finalement, c'est cette admiration-là qui va aider ces jeunes filles qui vont se tenir la main. Et donc, les 2 mots. Donc, je dirais l'amitié et certainement l'espoir. L'espoir, voilà, d'arriver à s'échapper chacune. Et puis, je vais pas dire la fin, mais... En tout cas, voilà, elles vont se tenir la main pendant cette guerre. Alors, quel mot vous évoque le plus de douceur? Douceur. Alors, si votre... Ah non, celle-là, elle est horrible, je l'attendais. Si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier? Alors... on peut pas dire plusieurs choses? Déjà mes proches et peut-être même avant moi, je ferai en sorte que mes proches emportent mes carnets. J'en ai plusieurs parce que j'écris beaucoup tout le temps, en fait, constamment dans des carnets que je tiens tous les jours. Et j'aimerais beaucoup qu'ils sauvent ces carnets pour peut-être qu'un jour on les publie. Enfin, j'hésite. J'hésite parce que c'est très compromettant aussi. Et peut-être que ses proches ne seraient pas heureux de se découvrir dans ces carnets. Mais oui, du moins, j'aimerais bien qu'ils les emportent avec eux. Et c'est parce que jusqu'à maintenant, c'est pas du tout des choses que j'ai montrées. Et voilà. Quel est votre juron, gros mot ou blasphème favori? Saperlipopette.
Alors, que pensez-vous de cette citation ? La réalité marocaine est si complexe, si riche, si contradictoire qu'elle fournit en permanence matière à fiction. Tahar Ben Jelloun. Alors, oui, en tout cas, disons, cette citation, pour moi, rejoint ce que j'ai découvert et ce que j'ai appris en écrivant ce roman, qui a été de... C'est vrai que le début du roman, je ne pensais pas arriver jusqu'au Maroc. Et je voulais raconter l'histoire de ma grand-mère, mais je ne pensais pas que j'allais découvrir des choses comme ça au Maroc qui allaient m'interpeller et me faire réfléchir déjà sur la colonisation, les conditions des Français au Maroc, le protectorat, et voilà, toutes ces choses qui étaient finalement des guerres dans d'autres guerres. Et j'ai ressenti quelque chose de très fort en fait quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. Donc déjà c'était le quartier, ce quartier réservé qui s'appelle Bouzbir, qui m'a interpellée, et même plus que ça, qui m'a presque choquée, parce que j'ai découvert des jeunes filles qui avaient mon âge et qui étaient contraintes de travailler dans des conditions très difficiles, dont on ne parlait plus. Et ça, c'était quelque chose qui m'a donné envie d'écrire. Et je crois aussi que ce que j'ai ressenti de très fort au Maroc, c'était ce que j'ai appris après, le mektoub, qui est cette chose qui vous entraîne vers quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter. Et finalement, quand j'ai commencé l'écriture et que j'ai plongé dans ce quartier, dans cette ville pleine d'odeurs, pleine de choses que je découvrais véritablement, j'ai comme été emportée par tout ça, par mes personnages aussi qui ont commencé à prendre vie. Et cette rencontre avec cette jeune fille qui s'appelle Scheherazade, quand elle a eu lieu, c'est-à-dire la rencontre entre la fiction et ma réalité, j'ai senti que je n'avais plus d'autre choix que de continuer à écrire, et que cet enfant, cette jeune fille, certainement il y avait une part du passé ou peut-être de moi que je reconnaissais en elle et que j'avais envie de la faire vivre, en tout cas de lui rendre hommage. Et donc voilà, c'est le côté voilà, du mektoub, de quelque chose qui m'a entraînée, jusqu'au point presque de non-retour dans la fiction, où j'ai dû laisser partir aussi les personnages. Et puis finalement, c'était aussi une certaine douleur, et je pense que c'était aussi une douleur de la fin de l'enfance, du passage à l'âge adulte, que j'ai toujours pas accepté. Mais en tout cas, voilà, et aussi une forme de deuil. Donc pour moi, l'écriture de ce premier roman, c'était aussi essayer de parler de ça. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout réussi à passer à autre chose. Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous ? On a le droit de prendre les réponses du public ? Un problème. Je crois d'abord que ce que j'ai aussi constaté dans l'écriture, c'est que d'abord j'ai commencé par vouloir écrire sur ma génération, donc les gens de mon âge, et j'avais fait un récit en 3 parties où il y avait beaucoup d'analyses psychologiques des gens qui m'entouraient, et c'était assez catastrophique, donc j'ai rapidement arrêté parce que je m'y perdais aussi. Et je crois que ce qui manque véritablement, c'est l'enracinement, c'est-à-dire donner une matière, et surtout aux jeunes, de comprendre et de chercher, et d'être capable d'accepter leurs origines. Et je crois que si déjà on donne ça et cette possibilité d'enracinement véritable, c'est même pas quelque chose qui doit se produire, mais c'est une prise de conscience. Et ben, je pense que déjà il y aurait une possibilité de parole et d'échange, et qu'on pourrait commencer à parler. Et je crois que ce qui manque aussi, c'est ça, parce que tout va très vite, et moi c'est ça qui me faisait peur avant de commencer véritablement à écrire, c'était que je ne savais pas où j'allais. J'avais l'impression de devoir faire quelque chose de ma vie très très rapide et très rapidement, et que j'étais toujours en retard. Et je me rappelle de cette phrase de Marguerite Duras qui m'a toujours émue et marquée,
Et je crois que c'est très tôt dans ma vie, il a été trop tard. Et elle parle de ses 15 ans, ça c'est dans l'amant, et je crois que c'est ça, et je crois que c'est toujours une sensation d'être à la traîne, et de voilà, donc j'ai oublié la question. Mais l'enracinement, voilà. Oui, c'est ça qui aiderait. Que pensez-vous de cette citation ? L'enfance est un point de repère à partir duquel chacun va se déterminer. Manuel Poirier. Se déterminer, je crois que c'est quelque chose de personnel et que si on décide de se déterminer par rapport à son enfance, ça va certainement donner quelque chose si on le décide et qu'on se laisse porter par ça. Et j'ai essayé longtemps d'écrire sur mon enfance. Et j'essaie encore, mais je crois qu'il faut un temps aussi de maturation. Donc se déterminer, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et peut-être qu'il faut passer des choses et qu'il faut traverser et partir, par exemple, pour arriver à se déterminer par rapport à son enfance et justement faire un certain deuil de cette enfance. Comment imaginez-vous les années 2050 ? Très très mal. Non, les années 2050, j'aurais... Oui, j'espère qu'il n'y aura pas trop j'espère qu'il y aura pas trop d'incendies et qu'on trouvera des solutions pour la planète déjà, parce que j'ai l'impression que ça va pas très bien. Mais alors, je pense que le lac Léman va être préservé. J'en suis très contente et j'espère qu'on fera tout pour. Et je crois qu'il y aura certainement beaucoup plus d'écrivains en 2050 que maintenant. Et donc que peut-être il y aura un peu partout dans le monde des sortes de terriers avec des écrivains qui écriront des histoires sur comment était le monde avant et à quel point on regrette le monde. Voilà. Vous voyez que j'ai donc une vision extrêmement optimiste des choses. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise après votre mort ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Comment construit-on un personnage ? Alors, c'est une très bonne question parce que j'ai mis beaucoup de temps à réussir à véritablement créer un personnage. Parce que je partais toujours finalement de ce que je sentais et donc j'arrivais pas à me détacher. Et il faut accepter de voir ces personnages aussi vous quitter, c'est-à-dire une fois qu'on a construit presque l'enveloppe, il faut les imaginer et les voir comme dans un film. Et ensuite, ils commencent à prendre vie. Pour les animer, il faut leur donner des actions. Et ensuite, soudainement, sans vraiment savoir, ils commencent à presque vivre seuls. Et donc, la construction d'un personnage, c'est déjà les oppositions. C'est-à-dire un personnage n'est pas extrêmement intéressant s'il est toujours fidèle à lui-même. À partir du moment où il va rentrer dans une sorte d'ambivalence et donc il va se contredire, on rentre dans quelque chose de surprenant. Et je crois que justement créer les contradictions chez un personnage, c'est capital. C'est-à-dire que par exemple, vous allez vous fier à un personnage qui paraît extrêmement stable, peut-être qu'il a une vie établie, un travail, et d'un jour à l'autre, il change fondamentalement d'état d'esprit. Il commence à boire énormément, il sort tous les soirs. Ce n'est pas arrivé à mes personnages. Mais je crois que les oppositions sont très intéressantes et intéressantes à observer. Et donc, il faut amener le personnage à se retrouver dans des situations complexes où il va devoir faire des choix et des choix qu'on n'attend pas forcément. Et ce qui est assez magique, finalement, c'est quand soudainement le personnage fait un choix que vous n'avez pas l'impression de contrôler. Et voilà, c'est là où la littérature rend finalement le mieux les choses, c'est-à-dire dans un décor, quand tout s'anime. Et moi, je sais que ce que j'aimais le plus, c'était justement quand vous avez construit le décor, que vous savez exactement
comment et où ça va se passer quand tout s'anime et que vous vous fondez et que vous disparaissez, parce que quand on écrit, on est absent presque, on est toujours là. Mais je plains presque mes proches parce que quand on écrit, on est vraiment absorbé par le lieu, on est dépassé presque et on pense qu'à ça, c'est une obsession. Et donc on a l'impression d'être dans quelque chose de parallèle à la réalité. Et c'est une manière aussi de s'extraire tranquillement et silencieusement. Et ce qui est très beau, justement, c'est quand les personnages que vous avez construits deviennent vivants aussi par les autres et par la lecture. Et c'est ça moi qui m'a le plus touchée, c'était les premiers retours de lecture où les gens me disaient « mais je me reconnais dans ce personnage ». Ou alors ce personnage m'a émue parce qu'il était presque... Il y a aussi beaucoup de personnages presque absents qui ne sont, comme chez Sheherazade, qui est le personnage de la rencontre extraordinaire, qui est une jeune fille qui ne parle presque pas, mais finalement, c'est aussi les personnages les plus absents qui prennent le plus de place. Et c'est en ça que c'est touchant, parce que il y a comme des strates, des couches dans les personnages, et peut-être que le personnage que vous pensiez mettre un peu en arrière-plan, en fait, prend le dessus et devient encore plus présent. Et ça me fait penser à cette idée de presque des spectres, comme des fantômes qui reviennent et qui vous hantent. Et je sais que j'étais vraiment hantée par cette jeune fille imaginaire, mais en tout cas, j'avais besoin de la raconter et voilà, de parler d'un souvenir et de l'incarner. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Alors, le problème, c'est que je sais qui, mais je pense qu'il aimerait pas du tout boire une bière, ni rester au coin du feu, c'est pas du tout son style. C'est Valérie Larbaud, qui est un écrivain que j'ai découvert au début de mon écriture, qui a écrit il a fait beaucoup de traductions, il a tenu un journal toute sa vie, et je sais pas pourquoi, mais quand j'ai commencé à le lire, je me suis sentie proche de cette personne, parce c'était un voyageur qui se déplaçait tout le temps. Il était contraint presque de se déplacer parce qu'il vivait très bien. Et finalement, il arrivait à s'imprégner des villes et être chez lui partout. Et c'était quelqu'un de très reculé. Il incarne très bien la figure du poète. Il se décrit toujours comme étant assis à une table. Il a toujours un chapeau, je crois, de safari. Je ne sais pas comment le décrire. Il est très timide et il ne parle pas. Et chacun a su reconnaître, en fait, dans ses écrits, que finalement, c'était un voyageur qui savait parfaitement décrire toutes les villes qu'il a traversées. Et c'est ce regard, en fait, du poète qui m'a touchée. Et je pense que si je l'invitais à prendre une bière avec moi, peut-être qu'il accepterait, mais il irait se réfugier au fond de la salle, à sa table, et il écrirait, et puis peut-être qu'il décrirait la scène, simplement. Voilà. Ah non, et peut-être, si j'aimerais bien quand même boire une bière avec Françoise Sagan. Mais bon, peut-être qu'elle elle serait restée toute la nuit. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Je déteste détester, parce que je trouve que ça encourage à la haine, et que chacun a des choses en lui-même de bonnes ou de mauvaises, mais je pense que détester, c'est déjà encourager la haine, et donc il faut apprendre à communiquer avant de détester. Mais certainement, il y a des choses que je déteste, et j'aime pas quand les choses sont imposées, quand les dictats de la société sont très présents, et qu'on est obligé de les rejoindre pour adhérer finalement à une société qui veut qu'on soit bien, et voilà. Donc ça, c'est... Non, mais je sais pas dire que je déteste, mais voilà, je n'aime pas détester.
Qu'est-ce qui vous rend heureuse? C'est vous, c'est sûr. Non, ce qui me rend heureuse, c'est d'écrire et c'est de rendre les autres autour de moi heureux par ça, parce que finalement c'est un partage ensuite. Et toutes les heures que j'ai passées seule dans ma chambre à pleurer, à crier parce que je trouvais rien, à lire des tonnes de livres en me disant que ça n'allait rien donner, en espérant finalement, eh bien, quand vous sortez de votre chambre et que vous avez la possibilité de parler, oui, ça vous rend heureux parce que finalement vous vous rendez compte que ce que vous avez traversé seul, cette longue traversée dans des eaux troubles, vous pouvez la rendre et la partager. Et ça, oui, ça me rend heureuse. Et l'amour aussi. J'avais une question concernant les jours, est-ce qu'il y avait quelque chose à se développer, plutôt des jours intimes que vous écrivez, ou plutôt une réflexion générale sur le monde? Alors peut-être qu'on peut essayer de faire une journée type pour vous expliquer. Non, ce qui se passe, c'est que déjà il y a plusieurs périodes. Il y a des périodes d'écriture et des périodes de recherche. J'ai toujours mon journal avec moi, mais c'est plutôt des prises de notes parce que j'ai toujours l'impression que je vais oublier en fait ce qui se passe. Et je ne relis très rarement, voire jamais ces carnets. C'est pour ça que j'aimerais bien que quelqu'un les trouve. Et je pense que je serais même incapable de les déchiffrer. Et donc il faudra une autre personne pour les déchiffrer d'ailleurs. Mais c'est comme si... Enfin, c'est un peu l'image du petit poucet qui laisse des pierres un peu partout. Et parce que j'ai peur d'oublier en fait. Et donc c'est des remarques, c'est plutôt des descriptions. Si je voyage, je vais prendre des notes sur ce qui m'entoure. Et j'essaye aussi d'une certaine manière de fixer les gens, parce que j'aime pas le temps qui passe, j'ai peur du temps. Et donc de fixer les gens dans ce que je vois, ce que je peux retranscrire. Et donc je sais pas si c'est vraiment intime, mais c'est intime dans le sens où c'est mes yeux. Et d'ailleurs c'était terrible parce que pour la première fois j'ai perdu un carnet il y a 2 semaines. Et j'ai rapidement décidé qu'il était perdu. Et finalement, je me suis dit que c'était insupportable parce qu'il me manquait quelque chose. Je ne pouvais pas savoir ce qui me manquait, mais il me manquait une part de ce que j'avais vécu parce que je savais que j'avais retranscrit des choses. Et alors, c'était un hasard, mais la personne l'a retrouvé. J'avais oublié dans un endroit, elle a pu me l'envoyer. Mais pour vous dire, j'ai reçu le carnet et je ne l'ai pas relu, j'ai juste continué à écrire la suite 1 semaine après et j'ai marqué quelque chose en disant que je l'avais enfin retrouvé. Voilà. Tu disais qu'il était difficile d'écrire sur tes amis, enfin, sur l'époque actuelle. Et là, dans ton livre, tu fais quand même à la fois un pas en arrière, les années environ 1950, etc. En plus, à Casablanca. Donc, est-ce que c'est plus facile d'écrire sur le passé, au final, que sur le présent et les choses qui t'entourent, ou les deux sont compliqués Ce que j'appréciais dans le passé, c'était le décor déjà, un décor qui campait, alors que là, par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une sorte... Je ne serais pas capable de marquer, de parler d'un iPhone dans un texte. J'ai l'impression que ce n'est pas encore réel, ce n'est pas ma réalité. Et j'ai l'impression souvent d'être justement absorbée dans certaines années antérieures, comme si finalement j'appartenais pas vraiment à maintenant, mais que je me sens beaucoup mieux, plus à l'aise en tout cas pour l'écriture dans ces années-là. Et par exemple dans les années 20, où là je m'y retrouve pour les descriptions. Mais c'est vrai que j'ai de la peine à intégrer les nouvelles technologies. Et non pas que je ne sais pas me servir d'un téléphone, hein, mais c'est juste que à décrire, je trouve ça moins esthétique. Et pourtant, je pense que c'est un travail que je ferai certainement, mais je vois que plus j'avance dans l'écriture, plus je recule. Donc c'est inquiétant quand même. Très bien, on terminera là-dessus. Alors merci beaucoup, Clara Donadon. Merci. Merci.